Salut les bouseux, aujourd'hui on sera en audio parce que j'ai un problème de port USB sur l'iPhone que j'utilise comme caméra. Donc je recommence tout l'enregistrement, il est minuit, ça va être sympa, mais bon au moins je peux rester à poil. Alors pour aujourd'hui j'ai envie qu'on se penche sur deux témoignages d'hommes qu'on présente comme étant des violences sexuelles et plus particulièrement des viols. Donc ça va être sympa, bonne ambiance. Le premier témoignage sera assez court, ça sera pour se mettre en jambe. Il a été publié dans un article du Monde qui s'intitule « Le tabou du viol des hommes par des femmes ». Ouvrez les guillemets, je ne savais pas comment lui dire que je ne voulais pas coucher avec elle. Je ne savais pas comment lui dire. Donc on sent la contrainte, déjà ça commence bien. Dans le sillage du mouvement #MeTooGarçon, 3 hommes ont accepté de témoigner des violences qu'ils ont subies de la part de femmes. Ces récits interrogent nos représentations genrées des rôles dans la sexualité. On passe tout de suite au témoignage concret. Ça nous dit « Le jeune homme est fidèle à sa copine d'alors. Un soir, lors d'une fête chez un ami, une femme de son âge se plaint de ne pas avoir de partenaire sexuel. Et Pierre propose, sur le ton de la rigolade, de se dévouer. J'ai dû envoyer des mauvais signaux, tu m'étonnes, car elle me complimente puis m'embrasse, raconte-t-il. Il se laisse faire pour s'en débarrasser. Il se laisse faire pour s'en débarrasser. C'est logique. Plus tard dans la soirée, elle le prend par le col, le regarde dans les yeux. « Maintenant, on baise », lui intime-t-elle avant de le conduire dans une pièce à part. Il la suit sans réfléchir. Elle bloque la porte avec une commode, lui baisse le pantalon et entreprend une fellation. Elle soulève sa robe, se met à 4 pattes et se pénètre. J'avais une érection alors que je n'en avais pas du tout envie. Cela a dû durer 5 ou 10 minutes, je ne savais plus trop, j'étais là sans être là, relate Pierre, en décrivant un moment de dissociation que beaucoup de victimes d'agressions sexuelles évoquent. Et bim, allez, qui dit ça? Qui dit ça? Le ou la journaliste, visiblement, qui se permet de poser un diagnostic de l'ordre de la psychiatrie ou de la neurologie, la dissociation. Alors là-dessus, je développerai plutôt à la fin. Mais on constate qu'on a une qualification d'un état de dissociation psychique, comme ça, à partir de pas grand-chose, et d'une personne qui, visiblement, n'est pas qualifiée pour ça. Donc ce témoignage-là, on comprend, dans le contexte de l'article, qui parle de violence sexuelle, de viol, on comprend donc que c'est censé être le témoignage d'une violence sexuelle. Pourtant, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui dit donc se plaindre de manquer de partenaire sexuel, et un mec qui lui dit qu'il pourrait se dévouer. Sauf que le mec, il a dit ça en rigolant, d'après lui. Donc, il a dit oui en pensant non, finalement. Bon, bah la meuf, elle a compris que ça voulait dire oui, elle l'a embrassé une première fois, et il ne la rejette pas, puis elle l'emmène dans un coin, il la suit, et puis elle s'occupe de lui, et il se laisse faire. Donc, à aucun moment, il n'a exprimé de refus, verbal ou physique, il s'est contenté de se laisser faire, et en plus... il a dit d'une certaine manière qu'il était consentant, ou en tout cas on pouvait l'interpréter comme ça. Parce qu'en effet, admettons qu'il était flagrant qu'il a dit ça sur le ton de la rigolade, ou en tout cas avec légèreté, la femme en question, de son point de vue, car considérer les choses du point de vue de la personne qui est accusée, c'est important aussi, c'est quand même la moitié de la situation. De son point de vue, cette femme, donc, a pu considérer que sa façon légère de dire qu'il pouvait se dévouer pour avoir une relation sexuelle avec elle, elle a pu très bien interpréter le ton léger comme étant une expression de gêne, car en effet, c'est une situation qui est gênante. Ce ne sont pas des choses très communes, de dire je manque de partenaire sexuel, et puis quelqu'un qui dit ah bah d'accord, dans ce cas-là, je peux être là. C'est pas des choses très communes, donc c'est gênant. Et donc, en général, quand on dit des choses qui sont un peu gênantes, on va le dire avec un ton léger, en rigolant, même si on le pense vraiment. Donc elle a très bien pu interpréter le ton léger comme étant juste une expression de gêne. Donc là, on a un cas de quelqu'un qui fait en sorte, finalement, de pas très bien être compris, qui est pas très clair, qui va dire oui alors qu'il pense non. On a une personne qui interprète ça comme ça l'arrange, forcément. Elle n'allait pas imaginer qu'il était en train de se foutre de sa gueule. Parce que si elle l'interprétait comme ça, finalement, le mec, il se fout quand même un peu de sa gueule, en fait. Enfin, on pourrait le prendre comme ça aussi. Imaginez la meuf qui dit « Oh non, je manque de partenaire sexuel », et le mec qui répond « Oh, bah, si tu veux, je suis là. »« Non, je déconne !» Ça serait se foutre de sa gueule, donc elle n'allait pas imaginer ça non plus.
Et puis surtout, bon, bah après, elle l'embrasse, il se laisse faire, elle l'emmène dans un coin, il se laisse faire. Enfin, de son point de vue à elle, c'était... Il n'y avait rien de dominant, il n'y avait aucune violence, il n'y avait aucune contrainte, il y a rien en fait hein, dans ce témoignage-là. En tout cas, rien de violence sexuelle, rien qu'on pourrait qualifier de violence sexuelle. Donc il n'y a pas, finalement, sur ce témoignage-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai trouvé intéressant de le mettre en avant, pour le mettre en perspective par rapport au second témoignage, qui lui sera un peu plus lourd, un peu plus gênant. En effet, le second témoignage, j'aurais pu en parler dans la vidéo intitulée « Un groomer dans la communauté gay », où un jeune homme homosexuel était accusé publiquement sur Twitter par deux autres jeunes hommes homosexuels. Le premier l'accusait de lui avoir envoyé des sextos, enfin d'avoir échangé mutuellement des sextos, et c'était devenu du grooming, puis de la pédophilie. Les accusations, je veux dire, hein, pas les sextos en eux-mêmes, il était donc accusé de pédophilie. Et un deuxième témoignage s'est ajouté au premier, où il était accusé cette fois de violence sexuelle, d'agression sexuelle. Dans la vidéo « Un groomer dans la communauté gay », je n'ai pas tellement approfondi ce deuxième témoignage parce que j'étais très gêné en fait, parce que j'allais contredire un témoignage d'agression sexuelle et qui est quand même assez précis. Et bah, moi, ça me gêne beaucoup, ça me met assez mal à l'aise de faire ça, mais je pense que quand même c'est important de contredire ça parce que il y a des conséquences derrière. Les gens qu'on accuse sont des êtres humains. Derrière tout ça, il y a de vraies conséquences. Pour beaucoup de gens, ces histoires de dénonciation sur la place publique, ben, c'est juste un retweet. On fait un commentaire où on dit soutien inconditionnel, je crois les victimes, et puis on passe à autre chose. Mais pour les gens, c'est quelque chose de très réel, en fait. Et ça peut aller très loin. Et pour ça, bah, je rappelle à nouveau l'affaire Maxime Cochard. La personne, Guillaume, le jeune homme qui avait accusé Maxime Cochard, il s'est retrouvé lui-même accusé d'agression sexuelle au sein du collectif Paris Queer Antifa, ce qui a été au moins un facteur de son suicide. Mais évidemment, ça, on en parle beaucoup moins. C'est un peu gênant de mettre en avant le fait que le jeune homme qui a, par une dénonciation qui a été à l'origine du mouvement MeToo Gay, a lui-même été accusé d'agression sexuelle au point que ça l'a conduit au suicide. Je rappelle aussi que les gens qui se suicident, eux, ils ne témoignent plus. On ne les entend pas. Donc je pense quand même que même si c'est gênant, même si c'est difficile, il faut aussi prendre la parole pour défendre ceux qui ne l'ont plus, parce qu'ils sont morts. Voilà, on va bien s'amuser, bonne ambiance, c'est super. Alors, le deuxième témoignage a été publié le 3 octobre 2023 par le compte Groody. Trigger warning, agression sexuelle. Dans les screens qui vont venir, je vais raconter ce que j'ai vécu comme une agression sexuelle de la part d'Eli, @EliBDL, en mai 2022. Donc on affiche bien la personne qu'on accuse. En voyant le témoignage de Sam, je m'en suis voulu ne pas avoir parlé plus tôt pour éviter que ça arrive à d'autres personnes et je pense que c'est nécessaire et c'est pourquoi j'ai pris la décision d'en parler aujourd'hui. Alors ça c'est le coup classique, hein, parler pour prévenir les gens afin d'éviter que ça recommence, ça marche pas. Vous savez, Michel Fourniret par exemple, pour l'arrêter, on ne s'est pas contenté de le pointer du doigt en disant que c'est quelqu'un de très très vilain, hein. En le pointant du doigt sur Twitter et en disant qu'il faut arrêter de le suivre sur les réseaux. Ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment dangereux, vraiment, si vous pensez vraiment que telle ou telle personne est un agresseur sexuel, le pointer du doigt sur Twitter et lâcher des likes sur un témoignage, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Si vous pensez vraiment que quelqu'un est un agresseur sexuel, c'est pas juste en arrêtant de le suivre sur Twitter que ça va changer quoi que ce soit. Je le dis de façon très sèche, hein, mais ça m'agace beaucoup, ces gens qui se donnent bonne conscience, qui ont l'impression d'agir et de protéger des gens, alors que tout ce qu'ils font, c'est pourrir des vies, en fait. Pour le contexte, avec Eli, on s'était rencontrés quelques années avant Twitter et on s'entendait vraiment bien. C'est quelqu'un avec qui j'interagissais beaucoup, si vous nous suiviez sur Twitter, vous deviez le savoir. On avait aussi couché ensemble plusieurs fois sans rien de sérieux. Mais je lui parlais très souvent et je me confiais beaucoup auprès de lui. Bref, je le considérais vraiment comme un de mes meilleurs amis à l'époque. Donc les deux protagonistes de l'histoire, ils s'entendent bien, ils sont très proches, ils sont très potes.
Il y a un lien de confiance entre eux. Le plaignant n'a pas peur, il n'a pas de raison d'avoir peur, il n'y a aucune pression de ce genre, il n'y a pas de lien matériel entre eux non plus. Et ils ont déjà couché ensemble, ce qui signifie qu'ils se connaissent quand même assez bien physiquement. Ils savent comment l'un et l'autre se comportent. Au lit, je veux dire. Hein. Donc il nous explique qu'il doit aller à un concert avec un ami, avec Valentin, et Ellie leur propose de les loger chez lui pour la nuit du samedi 14 au dimanche 15. L'ayant déjà fait pour d'autres occasions, on accepte, Valentin dit qu'il arrivera le samedi vers 18 h. En parallèle, je reçois un message d'Ellie qui me demande si je peux arriver plus tôt, genre vers 13 h, car ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment tous les deux. Je réponds que oui, mais avec mon déménagement et le temps de finir mes valises, je ne sais pas quand est-ce que je serai prêt. On s'en fout. Au final, je prends un train le 14 qui me fait arriver à 16h30 à Saint-Lazare. Donc Valentin doit arriver à 18 h et Groudy, il arrive à 16h30. Ils seront donc 1h30 tous les deux en étant sûr que quelqu'un va arriver ensuite. Voilà le contexte. Arrivé là-bas, Ellie me fait la surprise et m'attend sur le quai. Je suis comme d'habitude très content de le retrouver, on se fait un câlin et on se met en route chez lui. En discutant avec lui sur le chemin, je trouve qu'il fait beaucoup d'allusions au sexe quand on parle, avec des remarques des fois étranges sur ce que je dis. Mais je me dis que c'est normal car il en fait déjà normalement, juste que c'est plus que d'habitude. Donc Ellie, il est chaud, hein, et là il pense au cul, Ellie. D'accord. Sur le chemin aussi, je dis à Ellie que ça pourrait être cool d'aller chercher Valentin à la gare car c'est à côté de chez lui, il me dit que oui, on fera sûrement ça. On arrive chez lui et comme d'hab, on va se poser dans sa chambre et on parle. Et là, je me rends compte que vraiment chaque phrase que je peux dire est tournée vers une allusion sexuelle. Et vraiment, chaque phrase, c'est ça qui m'a marqué, donc je trouve ça vraiment bizarre. Mais j'ai pas envie de créer de la gêne, surtout qu'il nous prête une chambre pour la nuit, j'ai vraiment pas envie de créer une gêne avec lui. Bon, il me paraît quand même déjà bien naïf. Hein. Il va voir un mec avec qui il a déjà couché. Le mec, il est très content de le revoir, il va jusqu'à le chercher à la gare. Il lui demande de venir plus tôt que son pote. Donc histoire qu'ils soient rien que tous les deux, et Ellie, il est très porté sur le cul. Et Groudy, lui, trouve ça juste bizarre. Tu es bien naïf, jeune homme. Ça continue un peu et il commence à me faire des guilis. Évidemment, je suis chatouilleux, donc je réagis et je me débat jusqu'à un moment où il se retrouve assis à califourchon sur moi en me bloquant les bras et en me tenant par les poignets au-dessus de ma tête. Donc dans une position de domination érotique. Et là, les allusions sexuelles de sa part continuent, mais sont plus dirigées sur nous, comme quoi il a très envie de moi, qu'il est excité. Alors là, c'est pas une allusion, hein. C'est j'ai envie de toi, je suis très excité, c'est pas une allusion, ça. Hein. Il n'y a pas de sous-entendu, là, c'est explicite. Mais je ne réagis pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Et c'est très bête de ma part, mais je n'arrive pas à parler, je suis vraiment bloqué. Il se met alors à se frotter avec son pantalon contre moi et continue le mouvement jusqu'à ce que par réflexe je sois en érection. Tout ça en me disant des phrases comme « je sens bien que t'es excité, tu deviens dur ». Je deviens vraiment tétanisé, et j'arrive plus à bouger, ne serait-ce que le petit doigt en me disant qu'il va se rendre compte que ça ne me plaît pas du tout et qu'il n'y a zéro consentement. Alors on voit que tout ça, si on met de côté ce qu'il se passe uniquement dans la tête de Groudy, on a un mec qui commence par faire des allusions sexuelles, puis de plus en plus, puis qui devient joueur physiquement, jusqu'à devenir très proche physiquement, jusqu'à être dans une position érotique, et après il devient sexuel. Et il devient sexuel verbalement notamment, puis physiquement. Donc on voit qu'il y a des différents paliers qui ont été franchis, ça s'est passé par étapes, ça s'est passé d'une façon normale, hein, enfin peut-être pas très très subtile, hein, je dis pas, mais y aller comme ça par paliers petit à petit, ce sont des choses qu'on fait habituellement quand on a envie de coucher avec quelqu'un. À chacune de ces étapes, de ces paliers, Groudy aurait très bien pu lui dire de se calmer, finalement, de dire, bon, écoute, moi je suis juste là pour aller à un concert, j'ai pas l'esprit à baiser, il y a Valentin qui arrive bientôt, c'est pas le moment. Il avait, à plusieurs occasions, à chacun de ces paliers, il avait l'occasion de s'exprimer. Mais à aucun moment il ne l'a fait, et il se contente d'expliquer ça en disant que juste il trouvait ça bizarre. Il s'est pas rendu compte de la situation. On aurait affaire à un gamin, voilà, allez, disons de 15 ans, hein, à la rigueur, qui comprend pas trop comment fonctionne la sexualité des adultes. Bon, je veux bien, mais là, on a quand même un grand garçon, je sais pas quel âge il a, mais disons la vingtaine, je pense. Bon, il y a un moment, faut pas trop jouer la carte du naïf, quand même. Pour moi, ça tient pas, ça fait pas très sérieux.
peut-être que certains me trouveront un peu dur, mais je rappelle que quand même là, dans le contexte, on a une personne qui est explicitement nommée sur Twitter avec 3000 likes, 1000 retweets, des centaines de milliers de vues et qui est accusée d'agression sexuelle. Donc tout ça, c'est grave en fait. Hein. C'est grave, la situation. Donc, il s'agirait de prendre les choses un peu au sérieux aussi. Reprenons le témoignage. Il va se rendre compte que ça ne me plaît pas du tout. Donc, Groody compte sur le fait que l'autre se rende compte de la situation. Il se considère, il se perçoit lui-même, non pas comme un acteur de la situation, mais juste comme un objet. Hein. Il attend que l'autre agisse à sa place, finalement. Mais apparemment pas, car il continue en approchant son visage très près du mien pour essayer de l'embrasser en prenant ma main, entre parenthèses de force, pour la poser sur son caleçon et donc son sexe en me disant des phrases comme « Regarde comment tu m'excites, j'ai trop envie de te sucer, etc. » Alors présenté comme ça ressemble à une espèce de contrainte physique, mais en réalité c'est une pratique sexuelle quand même très courante, quand on est au lit, de prendre la main de son ou sa partenaire pour la mettre quelque part sur son corps, pour l'inciter à faire des choses, et pour essayer notamment de rendre son ou sa partenaire acteur ou actrice de la situation. Moi, la seule chose que je trouve à dire à ce moment-là, c'est de dire qu'on devrait aller chercher Valentin. Là, ce à quoi il me répond, non mais c'est bon, il connaît le chemin et puis il fait trop chaud pour y aller. Oui bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il ait plus envie d'aller chercher son pote là. Donc là, le plaignant nous dit qu'il est quand même en capacité de parler. Mais ce qu'il dit est un peu absurde par rapport à la situation et à ce qu'il est censé ressentir. Il peut quand même s'exprimer finalement. Mais en étant un peu à côté de la plaque. Un peu comme quelqu'un qui est pris au dépourvu. Hein, qui est un peu paumé et qui sait pas trop quoi faire et qui dit un peu ce qui lui passe par la tête, mais sans que ce soit bien adapté à la situation. Donc c'est pas une situation de sidération. Hein. Il continue tout ça jusqu'à m'embrasser sans aucun consentement de ma part. Vous allez sûrement vous dire pourquoi t'as pas dit non. Eh bien j'aurais beaucoup aimé, mais j'étais tellement tétanisé qu'à part la phrase sur Valentin, je n'ai rien dit de tout cet échange, mon corps et mon esprit ne réagissaient plus. Voyant qu'il a pu m'embrasser, il décide, toujours sans consentement, face à une personne complètement tétanisée qui ne bouge pas et qui, j'imagine, a l'air mal à l'aise, voire terrifiée. Il décide d'enlever mon pantalon et mon caleçon et de me faire une fellation non consentie. Non consentie. Donc là, dans le paragraphe, on a sans aucun consentement, sans consentement, non consenti, des fois qu'on n'aurait pas compris. Alors moi je me méfie toujours quand il y a des gens qui, dans un témoignage en particulier, hein, parce que là il n'y a pas de figure de style là-dedans, hein, c'est pas une figure de style, ça d'accord. Le fait de répéter c'est vraiment pour appuyer quelque chose, mais surtout pour nous convaincre en fait. J'aimerais relever dans ce passage-là la phrase qu'il s'imagine qu'il a l'air mal à l'aise, voire terrifié. Alors que, bon, entre être mal à l'aise et être terrifié, il y a quand même de la marge, hein. Il y a quand même tout un spectre entre le malaise et la terreur. Donc on ne sait pas trop, lui-même il n'a pas l'air de trop savoir en fait à quoi il avait l'air. De quoi il avait l'air, pardon. À ce moment-là, Valentin a appelé Ellie, car il était en bas de l'immeuble, ce qui a coupé court à l'échange, mais je me rappelle être tellement soulagé de voir Valentin, bien qu'encore sous le choc, que la première chose que je lui ai dite après bonjour, ça a été « Ne me laisse plus jamais seul dans une pièce avec Ellie ». Après en avoir parlé le lendemain avec Valentin, et ne m'étant pas bien rendu compte de la gravité de ce qui venait de se passer, donc là, grosse ellipse, c'est le lendemain, hein, j'ai décidé d'en parler à Ellie comme quoi je m'étais senti un peu pressé. Bon, ça d'accord. Bon, ça, qu'il se soit senti un peu pressé, ça d'accord, je veux bien. Il a répondu qu'il était désolé et qu'il ne le referait pas. Pensant qu'il était sincère, je me suis dit que j'arriverais à passer à autre chose. Donc ils en ont parlé. Ellie, il a accepté son ressenti de ce qu'il s'est passé entre eux et il lui a dit que à l'avenir, il fera plus attention. C'est pas ça qui l'a empêché de le balancer sur la place publique. Hein. J'ai fait comme si de rien n'était les mois qui ont suivi, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais dans un endroit seul avec un autre homme, je devenais parano de ce qu'il pouvait m'arriver. J'étais terrorisé à l'idée de le revoir et de devoir être seul avec lui, si bien qu'en novembre dernier, je lui ai envoyé un message en expliquant que je ne voulais plus de contact, car j'avais vécu cet événement comme une agression sexuelle, ce qu'il n'a jamais démenti dans sa réponse. Alors ça, il y a des gens qui ont très bien compris ce que ça veut dire. Comme dans ce commentaire, Ellie avait totalement la possibilité de savoir que c'était pas consenti.
Donc là encore, c'était à Ellie de se rendre compte de la situation et c'était pas à Groody d'être un acteur de la situation. Bref, Ellie aurait démenti quand il a été confronté en privé, donc clairement c'est un violeur. Il n'a pas démenti, donc c'est un violeur. Il n'a pas dit non, donc c'est qu'il a dit oui. Ah là ça marche par contre. Dans ce sens-là, quand il s'agit de créer des aveux aux gens, alors là ça marche. Si tu dis pas non, ça veut dire oui. Là ça marche. D'accord, très bien. Bon, reprenons le témoignage. Dans ce message, j'ai dit que je voulais croire que ce qui s'était passé était un cas isolé, mais que si j'apprenais que ça ne l'était pas, j'en parlerais. C'est malheureusement ce qui s'est passé et je m'en veux terriblement de ne pas avoir fait ce message d'avertissement avant. Bon, ben ça c'est n'importe quoi. Déjà, il y a cette idée que si on balance quelqu'un sur la place publique, alors cette personne n'est plus un danger. Bon, c'est pas vrai, hein. La personne elle est toujours en circulation en fait, hein. Et tout le monde, toute la France n'est pas au courant, d'une part, et même en admettant que la planète entière soit au courant que cette personne a été accusée, il y a des gens qui vont pas le croire. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas les accusations, qui vont lire les accusations, qui vont être au courant, les lire ou les écouter, et qui vont voir que ça ne tient pas, et qui n'auront aucun problème à fréquenter la personne qui a déjà été accusée, et même qui vont accepter de coucher avec, et qui vont se rendre compte que tout ça c'était des conneries. Ça arrive même plusieurs fois. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de prétendre que l'autre témoignage, l'autre accusation de Sam donc, correspond à celui-ci. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'autre témoignage, ça parle de sextos qui ont été échangés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais plus exactement, mais juste des sextos. Absolument aucune violence sexuelle physique, de près ou de loin. Donc ça n'a rien à voir. D'avoir fait une fellation en étant trop entreprenant. Si on évite de juger, au minimum c'est ça. Hein. Il a été très entreprenant et puis son partenaire l'aurait pas très bien vécu, il aurait pas su quoi faire, d'accord. Et on a un autre témoignage qui dit ouais bah et puis avec moi on a échangé des sextos et j'avais 17 ans et puis je l'ai pas très bien vécu. Mais il n'y a aucun rapport entre les deux, hein. Il n'y a aucune corrélation. Ça n'a rien à voir. Donc oui, là, techniquement, son témoignage à lui comme l'autre témoignage, ce sont deux cas isolés, en fait, parce qu'il n'y a aucune corrélation. La suite, voilà ce que j'avais à dire sur lui. En tout cas, si vous en êtes arrivé ici, merci d'avoir pris le temps de lire. C'est avant tout un message de prévention face à cette personne. Bon, bah là encore, on se donne bonne conscience en se convainquant qu'on va changer les choses, en pointant du doigt quelqu'un sur la place publique. Je suis persuadé qu'il fera un message pour répondre à ces accusations. Je n'ai même pas envie de le lire et je ne vous invite pas à le faire pour ne pas lui donner de visibilité tellement son comportement me dégoûte. Alors ça, c'est un truc qui me gêne beaucoup et c'est assez fréquent aussi, c'est les appels à ne pas écouter la contradiction, à ne pas écouter la version des faits de la personne qu'on accuse. Je trouve que c'est très malsain. Là, je ne pense pas ici que cette personne pense à mal, mais j'en suis pas sûr, déjà. Et le fait est que c'est une très mauvaise chose, hein, parce que la version des faits d'Ellie, ça représente quand même 50% des informations qu'on peut avoir. Si vous êtes tellement convaincu que le type que vous accusez est un connard, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'idée de l'écouter, en fait ? Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir été soutenu par les personnes à qui j'ai trouvé le courage d'en parler. Alors ça, le lexique, hein, les victimes ont bien du courage de parler. Donc pour toutes les victimes, juste les victimes, non, il n'y en a pas. Donc pour toutes les victimes, juste vous rappelez que vous n'êtes pas seul et que quoi qu'il arrive, on vous croit. Émoticône cœur. Alors, là, on est dans les slogans, hein. Vous n'êtes pas seul, on vous croit. Les victimes, vous n'êtes pas seul, on vous croit. Et ça, c'est systématique. On répète ça ad nauseam. Ce qui a tendance à m'agacer, hein, vous l'aurez peut-être remarqué. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à se méfier pas mal des slogans. Alors, il y en a plein qui sont bien, il y en a plein qui sont drôles, il y en a plein qui sont très vrais, mais toutes les formules qu'on répète comme ça, comme des mantras, à force, on ne sait plus trop ce que ça veut vraiment dire finalement. Hein. Par exemple, les gens qui disent moi je crois les victimes, vous vous rendez compte que ça ne veut rien dire, en fait, cette formule-là. La phrase en elle-même, elle n'a pas tellement de sens. Hein. Je crois les victimes. C'est un raisonnement circulaire, si vous voulez. Ça porte un autre nom d'ailleurs. C'est
Il y a un autre terme plus précis, mais c'est voilà, c'est une lapalissade, ou plutôt un truisme, si vous voulez. C'est je crois les victimes. Ça veut dire quoi? Je crois les victimes, mais pourquoi tu la crois? Parce que c'est une victime. Mais pourquoi c'est une victime? Parce que je la crois. Et ça ne s'accroche à rien de concret, finalement. Concrètement, ça n'a pas de sens. Il suffit juste de se déclarer victime, et paf, ça y est, on te croit. Bon, on va se pencher sur quelques commentaires avant de passer à la partie scriptée. Une fellation, ce n'est pas juste, entre guillemets, une agression sexuelle, c'est un viol. Selon la définition du code pénal, il y a pénétration. Plein de courage, on essaie de relativiser, etc. Alors toujours le courage. Donc là, on a quelqu'un qui nous fait référence au code pénal. Donc c'est un viol parce qu'il y a pénétration. Alors en effet, une fellation subie ou imposée peut relever du viol, mais pour un viol, il y a d'autres critères. Là, c'est quelqu'un qui parle du code pénal, mais en prenant juste un mot dans toute la définition du viol. Je remarque que dans toutes ces affaires de dénonciation sur la place publique, sur les quatre critères du viol, il n'y en a que 2 qui sont pris en compte. Hein. C'est la pénétration et l'absence de consentement. Sauf qu'il y a 2 autres critères, en fait. Il y a la contrainte, qui peut être une contrainte morale, physique, ça peut être la surprise, ça peut être la menace. Donc là, dans cette histoire, où est-ce qu'il y a la moindre contrainte? Moi, je ne la vois pas. Et il faut aussi qu'il y ait l'intentionnalité. Car le viol, je le rappelle, le viol est un crime, et un crime, c'est forcément volontaire, c'est-à-dire intentionnel. C'est ce qui permet de faire la différence entre un homicide involontaire et un meurtre. La différence entre les deux, c'est 20 ans de prison. Donc ça fait quand même une bonne différence. L'intentionnalité du crime, en l'occurrence d'un viol par exemple, hein, l'intentionnalité, c'est pas juste avoir l'intention de commettre le crime de viol. C'est plus large que ça, c'est plutôt avoir l'intention de profiter d'une situation, si on veut avoir une approche suffisamment large. C'est faire exprès consciemment de profiter d'une situation et être conscient que la personne ne peut pas ou n'exprime pas son consentement. C'est important ce point de l'intentionnalité parce que imaginons 2 hommes dans une prison fasciste. Et il y a un gardien de prison qui est un gros sadique. Et il dit, sous la menace, il dit à ces 2 hommes, bah écoute, toi, tu vas enculer l'autre détenu. Sinon, je vous tue tous les 2. Bon, bah le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Sinon, ils vont mourir tous les 2. Le régime fasciste s'effondre, comme tous les régimes fascistes, et le détenu qui s'est fait sodomiser sous la contrainte, bah, il décide de dénoncer son co-détenu qui, lui, l'a sodomisé. Est-ce que celui qui a pratiqué la sodomie, on peut le condamner pour viol? Eh bien, en prenant en compte le caractère intentionnel du viol, on ne peut pas le condamner pour viol parce que cet acte n'était pas intentionnel, étant donné qu'il était sous la contrainte. Il était lui-même sous la contrainte. Donc, il n'est pas coupable de viol parce qu'il n'avait pas tellement le choix. Autre exemple pour l'intentionnalité, imaginons, on va rester dans le thème des prisons, imaginons un gardien de prison qui abuse de son autorité pour faire des fouilles anales aux détenus, dans le but de les humilier. Et bien, en prenant en compte l'intentionnalité et la contrainte, bien que ce ne soit pas absolument pas sexuel, hein, il n'y a pas de volonté d'obtenir du plaisir sexuel, ben, ce gardien de prison peut tout à fait être condamné pour viol parce que non seulement il y a la contrainte, hein, le rapport d'autorité, et en plus l'intentionnalité. Le gardien de prison, il est tout à fait conscient que les détenus sont obligés de lui obéir en raison du rapport d'autorité qu'il y a entre eux. Donc ces critères que sont la contrainte et l'intentionnalité du crime sont des critères qui sont très importants, mais qui sont totalement occultés dans ces affaires de dénonciation publique. On se concentre uniquement sur la pénétration et l'absence de consentement. Mais l'absence de consentement est un produit de la contrainte. Mais ça, j'en parlerai après dans la partie scriptée. Alors, autre commentaire. C'est juridiquement une agression sexuelle, on est à la limite du viol, et c'est bien plus grave que ce qu'Elie a évoqué. Je parle du cadre juridique, ici, courage à toi. Alors, on a encore un juriste dans la salle. Quelqu'un lui répond « Heureusement que t'es pas magistrat, c'est pas un viol, un homme qui ne veut pas se faire sucer, il parvient très bien. »
À force de jouer les sensibles, ça oublie ce qu'est vraiment un viol. Il s'est pas fait sucer avec le couteau sous la gorge ni par surprise, c'est pas un viol. Donc là, on a quelqu'un qui rappelle que, bon, quand même, pour un viol, il faut des critères, et il faut le critère de contrainte. Ce à quoi on lui répond, PTDR, RRR. On peut être tétanisé, ça veut vraiment rien dire. Il n'a pas dit oui, c'est un viol, point. Voilà, donc ça veut vraiment rien dire. On peut être tétanisé, on balance ça comme ça, donc on peut dire ce qu'on veut parce que ça veut vraiment rien dire, les choses n'ont plus de sens. Il n'a pas dit oui, c'est un viol, donc on réduit là aussi le sujet à une absence d'expression de consentement verbal, comme si le fait de dire oui, ça suffisait à être la preuve que la personne était consentante, alors qu'en fait, même pas du tout. Comme on l'a vu, notamment dans le précédent témoignage, on a un mec qui a dit qu'il voulait bien coucher avec la jeune femme, sauf qu'il ne le pensait pas. Donc on a des gens qui vont dire oui alors qu'ils pensent non. On fait quoi avec ça? On voit bien que le consentement, ça ne fait pas la réponse à tout. Donc se concentrer uniquement sur le consentement ou son absence d'expression verbale, ça ne permet pas de faire la part des choses. Je ne sais pas si tu as besoin de l'entendre, mais ne pas pouvoir réagir lors d'agression / viol, c'est courant. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. C'est que tu étais en état de sidération et ça ne se contrôle pas, c'est un mécanisme de protection que ton corps active face au danger. Mais quel danger? Quel danger? Bon, après les juristes, on a les psychiatres maintenant. Il était où le danger? Bon, un commentaire contradictoire, il y en a eu très peu, des commentaires qui vont contredire ce témoignage-là, parce que c'est un témoignage qui est évidemment beaucoup dans le pathos, déjà, et puis en général, de toute façon c'est difficile de s'opposer à un témoignage de violence sexuelle, on s'en prend plein la gueule. Alors, bien entendu, il y a des gens qui témoignent et qui s'en prennent plein la gueule, mais ça va dans les deux sens aussi. Bref, quelqu'un qui dit « Tu retrouves un petit ami avec qui tu parles beaucoup. Tu lui fais un câlin, puis il demande explicitement une relation dont tu n'as pas envie, et à aucun moment tu n'es capable de lui dire non. Mais si tu dis rien, comment veux-tu qu'il sache que c'est non ?» Donc on a ici un commentateur, une commentatrice qui dit, qui va rappeler les faits. Finalement, il y a eu plusieurs paliers, il y a eu plusieurs étapes, et tu n'as eu aucune occasion d'exprimer ton refus. Ce à quoi on lui répond, le consentement, ça n'est pas tant qu'il ne te dit pas non, j'avance, c'est je demande s'il est d'accord avant d'avancer. Ce dont tu as besoin, ça n'est pas de savoir que c'est non, c'est de savoir que c'est oui. Donc on a quelqu'un qui lui répond de façon abstraite. Claire, elle parlait des faits, des différents paliers qu'on a pu voir. Elle parlait de la situation réelle, des faits entre les deux protagonistes. Et là, on a quelqu'un qui parle de choses de façon abstraite, générale. Complètement déconnecté de la situation dont on parle. Ce à quoi Claire lui répond, drôle de conception des relations humaines, l'échange n'est pas fait que de mots, surtout en matière sexuelle, les gestes, les postures, les regards, tout concourt à la communication. Ici on parle de gens qui se connaissent bien et parlent beaucoup, pas d'inconnus surpris. Et l'échange s'arrête là. Et là, à nouveau, Claire rappelle les faits, la situation, ce sont des gens qui se connaissent bien, qui parlent beaucoup, et qui va être nuancé, oui, les relations humaines, c'est pas juste, on demande très explicitement à quelqu'un, et cette personne répond de façon très explicite. En matière sexuelle, c'est quand même pas souvent le cas dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. Donc on peut pas juger les gens en fonction d'un idéal de relations parfaites qui n'existent que dans l'esprit des gens, où les gens vont dire de façon très explicite « Est-ce que tu veux avoir une relation sexuelle avec moi ?» Et l'autre qui répond « Oui, j'accepte d'avoir une relation sexuelle avec toi, et je le pense très sincèrement, et je ne me sens pas sous la contrainte. » Et puis de toute façon, même en disant ça, c'est pas une preuve non plus. C'est des témoignages avec des gens qui disent j'ai dit oui, mais j'avais peur de ce qui se passerait si je disais non. Il y en a aussi, donc on fait quoi avec ça? Alors, la partie scriptée, qu'est-ce que je vais dire là-dessus de plus? Alors, notez bien que je ne remets pas en question le témoignage du plaignant. Je pars du principe que ça s'est passé comme ça, même si j'en sais rien. En vrai, je fais semblant de croire que ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'il y a des excès, peut-être qu'il manque des informations qui changent radicalement notre perception des faits. Ce sont des choses qui arrivent. Non, ici, je remets en question ses conclusions. Il y a une différence entre l'expérience et ce qu'on en tire. De la même façon qu'il y a une différence entre une étude scientifique et ce qu'on lui fait dire. Beaucoup de gens confondent les deux. Mais l'expérience et sa conclusion, ce n'est pas la même chose.
Il est difficile de remettre en question un vécu parce qu'on n'était pas là pour vérifier, mais on peut et même on doit remettre en question les conclusions de ce vécu. La sidération est une réaction automatique du cerveau. En gros, dans une situation de peur extrême, de souffrance extrême, de grand danger, le cerveau, il va disjoncter. Le cerveau, il va se dire ouais, ok, là c'est trop chaud, on coupe tout, sinon on va pas le supporter. C'est une incapacité de penser, d'agir, un blocage complet. On parle dans ces cas-là d'effraction du champ psychologique, en fait, qui bloque le cerveau par l'irreprésentabilité de la situation, le fait qu'elle est terrorisante, qu'elle est impensable, que c'est pas possible, qu'elle représente une menace très importante sur l'intégrité mentale et psychique de la victime. Et du coup, les fonctions supérieures ne peuvent pas à la fois gérer la situation, c'est-à-dire y répondre, mais elles ne peuvent pas non plus gérer l'émotion qui est provoquée par cette situation. Il faut donc un contexte de violence extrême, de grande douleur ou de crainte pour sa vie. Dans la situation décrite par Groody, on n'a rien de tel, entre autres faits qui ne correspondent pas à la sidération. Et le problème, c'est que là, Groody, il n'était pas en danger. D'ailleurs, à aucun moment, Groody ne ressent de la peur, il ressent du malaise. Par contre, ce qu'on a, c'est une situation inhabituelle. Groody va voir Ellie. Ils doivent attendre Valentin, qui sera là dans 1h30, et Ellie décide de devenir sexuelle. Ce n'est pas commun, ce n'est pas vraiment le moment. Bon, en attendant, pour passer le temps, on a un petit quart d'heure devant nous, on baise? Non, en général, on fait pas ça quand même, ça se fait pas habituellement. Alors que bon, ça serait bien, je trouve, mais bon, après, ça c'est mon opinion. On peut alors comprendre que Groody s'est retrouvé pris au dépourvu, désappointé, désarçonné, parce que la situation sort de l'ordinaire. Alors, il n'a pas su comment réagir. C'est quelque chose qui arrive très souvent, mais c'est pas de la sidération. La plupart des gens ont une vie assez banale, sans grand danger ni événement extraordinaire. Et quand on se retrouve devant une situation extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, on peut réagir n'importe comment. On peut se mettre à paniquer, courir partout, gueuler, faire n'importe quoi, être très agité, tout comme on peut aussi être là comme un con, bouche bée, les bras ballants. Un peu comme un garçon de 14 ans à qui une jolie fille adresse la parole. Il est là, pas savoir quoi faire, il n'y a rien qui sort, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, une fille Excuse-moi. Fille. 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 Je te la laisse? Mais ça, c'est pas de la sidération en fait. C'est juste être prise au dépourvu. Et alors parfois, ça arrive dans des moments sexuels et on se sent con, mais se mettre à confondre la sidération et le fait d'être prise au dépourvu implique de minimiser la réalité de la sidération. J'ai trouvé intéressant de mettre ces deux témoignages l'un à côté de l'autre car ils sont assez similaires. Dans les deux cas, l'accusée est une personne entreprenante, elle prend des initiatives, mais elle ne produit aucune forme de contrainte ni de violence et elle ne représente pas un danger. A l'inverse, le plaignant est une personne qui ne réagit pas, même pas un refus verbal, aucune expression physique de rejet. Et dans les deux cas, on rationalise ce laisser-faire par une explication pseudo-psycho-neurologico-psychiatrisante, sans qu'on soit bien en mesure de l'appuyer par quoi que ce soit. Au contraire, même, les faits ne semblent pas correspondre. La sidération, ce n'est pas un moment de malaise. Le problème de ces explications sorties de nulle part, de balancer comme ça la dissociation, la sidération, c'est que ça donne une bonne raison de n'avoir rien fait. Le sentiment de culpabilité des victimes de violence est un vrai problème. La sidération et la dissociation, ça existe. Mais on crée un autre problème si on se trompe. Si on est convaincu qu'on ne pouvait rien faire, alors on se condamne à reproduire la même situation. Si demain Groody se retrouve dans la même situation, qu'est-ce qu'il fera? Il fera pareil. Il fera rien. Il se laissera faire en étant convaincu que c'est tout ce qu'il peut faire. Rien du tout. Et donc s'il a mal vécu cette situation, mais qu'il considère qu'il ne pouvait rien faire, il se condamne à recommencer un jour ou l'autre, à se retrouver dans la même situation et à vivre à nouveau une situation de malaise. Je sais bien que des gens risquent de gueuler en prétendant que je remets en question l'existence de la sidération. Pas du tout. Je dis juste que ici ça correspond pas. Pour bien appréhender le problème, imaginez que quelqu'un explique son inaction par la sidération dans un cas où elle n'est pas la victime présumée, mais la personne mise en cause. Je sais pas, prenons un exemple facile, un adulte qui laisse un enfant se faire agresser sexuellement sous ses yeux. Quand on lui demande pourquoi il n'a rien fait, il répond qu'il était en état de sidération. Est-ce que vous accepteriez aussi facilement cette justification?
Si ça se trouve, c'est vrai, mais c'est possible aussi qu'ils tiennent là une bonne excuse. Dans le même style, il y a aussi l'emprise. La défense de Monique Olivier, l'affaire Fourniret, 11 victimes, sa défense a tenté de prétendre qu'elle a participé à des enlèvements, viols, séquestrations et meurtres parce qu'elle était sous emprise. Bon, elle a quand même pris perpète. L'emprise, la dissociation, la sidération, tout ça, ce sont des choses qui existent, mais ce ne sont pas des cartes joker qui permettent de se déresponsabiliser non plus. J'ai connu des expériences de malaise subies dans ma vie sexuelle. Je ne vais pas donner de détails, mais oui, être mal à l'aise, ne pas savoir quoi dire, ni comment réagir quand on nous fait des choses. Je sais ce que c'est. Mais je sais aussi que je n'étais pas sous la contrainte. Et je sais aussi que mes partenaires ne pensaient pas à mal. Je sais également que le sexe, c'est parfois compliqué. C'est beaucoup de communication non verbale, donc sujet à l'interprétation. Et quand c'est verbal, c'est beaucoup d'implicite, donc sujet à l'interprétation. Toutes ces interprétations peuvent être source de malentendus et donc de situations gênantes. Mais être gêné, ce n'est pas une violence. Une émotion négative n'est pas une violence. Et les autres individus ne sont pas forcément responsables des émotions négatives que nous ressentons. Ou alors j'ai tort et je suis victime de 2 viols, une tentative de viol et 2 agressions sexuelles. Si j'applique les critères des juristes psychiatres de Twitter. Ce qui me gêne particulièrement avec ces 2 exemples-là, c'est qu'on est en train d'expliquer aux gens que se laisser faire, c'est tout à fait normal. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Même s'il n'y a aucune raison de se laisser faire, ce serait normal de se laisser faire. Est-ce qu'on dirait ça à, disons, un adolescent ? Voilà, s'il y a quelqu'un qui commence à te caresser les fesses et ça te met mal à l'aise, laisse-toi faire ! C'est à lui de se rendre compte de la situation, c'est à lui de se rendre compte de ton malaise. Tu es responsable de rien, tu le dénonceras sur Twitter quand ça sera fini. Est-ce que c'est un bon conseil ? Non, on ne dirait pas ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, se contenter de se laisser faire et se plaindre après, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas un bon exemple. Avec ce genre d'exemple, on est en train de dire aux gens qu'on n'a même pas besoin de dire non, que c'est à l'autre de se rendre compte de la situation. Ellie avait totalement la possibilité de savoir que ce n'était pas consenti. Et donc, on se retire tout pouvoir. C'est notre partenaire qui contrôle la situation, c'est lui qui est responsable. On n'est pas acteur, on devient un objet. Ce qui est finalement très patriarcal et très hétéronormé de considérer que dans une relation, il y a une personne qui agit et l'autre qui subit. Bien sûr, se laisser faire, ça peut être normal dans certains contextes. Lorsqu'il y a une situation qui le justifie. Un contexte de violence, par exemple. Une personne qui dit non et qui se fait taper dessus, c'est sûr que la prochaine fois, elle préférera se laisser faire. Ou si une personne a peur de perdre ses enfants, son logement, si elle ne cède pas, si toute sa vie s'effondre, oui, elle peut préférer se laisser faire. Bref, c'est acceptable quand il y a une contrainte. Mais être mal à l'aise, être prise au dépourvu, mais c'est pas une contrainte ça. Être comme ça, les bras ballants, bouche bée à se demander ce qui se passe, c'est pas de la sidération. Un autre problème, c'est que les accusés sont des personnes entreprenantes. Les plaignants ne font rien. Pour exprimer simplement ma pensée et ma gêne, c'est que seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. C'est-à-dire qu'avec cette logique, consistant à criminaliser les personnes entreprenantes, et au contraire à voir les gens qui ne font rien comme étant des victimes par défaut, on encourage à l'inaction. Et qu'on ne me dise pas il suffit de demander, il avait qu'à demander, il avait qu'à vérifier. Non. Comme j'ai essayé de l'expliquer dans LBM 150, l'expression d'un consentement ne garantit même pas le consentement. On peut dire oui alors qu'on pense non, parce qu'on pense, à tort ou à raison, qu'on a plus intérêt à faire semblant qu'à refuser. D'ailleurs, dans le premier témoignage, par exemple, Pierre a exprimé son consentement, mais sa partenaire n'était pas censée le prendre au sérieux. Dans d'autres cas, un ou une plaignante peut expliquer « j'ai dit oui, mais c'est parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je disais non ». Alors ça peut être le cas par exemple des personnes traumatisées. Évidemment, si vous avez déjà connu un ou plusieurs viols avec quelqu'un qui était très violent, par exemple, la prochaine fois que quelqu'un veut avoir une relation sexuelle avec vous et que cette personne n'est pas particulièrement violente, mais elle se contente d'être très entreprenante, à cause du trauma, vous aurez peur que cette personne devienne violente et vous allez vous laisser faire. Alors que peut-être que, non, cette personne n'est pas violente, mais à cause du trauma, on va avoir des violences là où il n'y en a pas. De plus, le consentement ne fait pas tout. L'absence de consentement est en fait une conséquence d'une contrainte. La contrainte est bien souvent ignorée dans les dénonciations publiques. Pourtant, si vous faites quelque chose alors que vous n'étiez pas obligé de le faire, c'est que vous avez accepté de le faire, et ce peu importe ce qu'il se passe dans votre tête.
car personne ne peut vérifier ce qu'il se passe dans votre tête. Par contre, la contrainte, elle, on peut la vérifier. Si une victime prétend qu'elle s'est laissée faire parce que son agresseur lui fait peur, en raison d'un comportement violent, donc une contrainte morale, voire physique, on peut vérifier si cet individu a des antécédents de violence ou non. Par contre, si la victime dit « j'ai pensé très très fort dans ma tête à dire non, et ça se voyait que je pensais non », ça on ne peut pas tellement le vérifier. Et évidemment, normalement, en tout cas dans une justice moderne, on ne va pas condamner des gens si on ne peut pas vérifier s'ils sont coupables. J'aimerais terminer sur un point de philosophie morale. Putain, qu'est-ce qu'on rigole. J'ai reproché aux gens de donner des leçons neurologico-psychiatrisantes en diagnostiquant une sidération. On pourrait me dire que je fais pareil en réfutant. C'est vrai, pour qui je me prends pour dire ce qui n'est pas une sidération. Pourtant, affirmer et réfuter, ce n'est pas la même chose. Un antivax qui affirme que le vaccin à l'aluminium d'autisme donne le cancer, il est bien plus orgueilleux que celui qui réfute que c'est des conneries. Mais à la rigueur, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que moralement, je pense que ma position est plus juste. Si j'ai raison, et que ce n'est pas un viol, je défends un innocent, et je m'oppose à la punition d'un innocent. Si j'ai tort, je protège un coupable. Si Ellie est coupable, et que je le défends, je crée comme injustice qu'une victime n'obtienne pas réparation. Mais ça ne change rien, vu que le crime a déjà été commis. En tout cas, qu'une victime n'obtienne pas réparation n'est pas un acte criminel. Mais si Ellie est innocent, les gens qui l'accusent créent comme injustice, à partir de rien, de condamner un innocent. Ce qui est une injustice bien plus grave qu'une victime n'obtenant pas réparation. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Dis donc le chat, ça fouille la poubelle? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus de croquettes? Là, si t'en as. Tu finis ta gamelle et on en reparle après.